nomination. Il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, déclare Abdefouta Diakhoumpa. C'est le dossier de ce midi. Le grand journal à suivre les actualités internationales de sport et la revue de la presse. Point de vue, le dialogue national sur le système politique qui a pris fin le 4 juin dernier. Quel mécanisme pour le suivi des recommandations? Vous l'avez certainement constaté, la société civile, tout comme l'opposition qui ont pris part aux concertations, exige la mise en place d'un comité de suivi en vue de l'application de tous les points ayant fait l'objet de consensus. Le débat tout à l'heure avec nos deux intervenants. Bienvenue à la technique Aliouba. Direction Thiès d'abord. Les 5 élèves du lycée Jules Sagna arrêtés dans l'affaire de la fuite des preuves lors des compositions du second semestre sont toujours en position de garde à vue au commissariat du 1er arrondissement de la ville. Forte mobilisation de leurs camarades, parents et proches devant les locaux de la police ce matin. Tous les élèves du lycée ont boycotté les compositions pour venir soutenir leurs camarades arrêtés. Chahanta Diop. Le commissariat du 1er arrondissement de Thiès a refusé du monde. Les élèves du lycée Jules Sagnan, des parents d'élèves, amis et parents sont massés devant le commissariat pour soutenir les élèves arrêtés. Chacun y va de son commentaire. Certains jugent ces arrestations anormales. Pour eux, il faut chercher les fautifs ailleurs. C'est pas nous. C'est les professeurs. C'est les professeurs qui donnent les épreuves aux élèves. Monsieur Tine, le censeur du lycée Jules Sagnan, révèle qu'il y a une tricherie en amont et que les auteurs doivent être sanctionnés. Personne. Même les élèves, des élèves qui sont contre les fuites, l'administration et le corps professionnel, tout le monde tout simplement dénonce jusqu'à la dernière édition. On l'a constaté, on le regrette. Des élèves sont sortis pour déloger leurs camarades. La police est intervenue pour disperser la foule. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, l'inspecteur d'académie de Thiès, justement, qui condamne ces cas de fuite notés dans la capitale du rail ces derniers temps. Gana Sène lie cette situation aux réticences à la réforme appelée phare, progression harmonisée et évaluation standardisée. Il invite à plus de responsabilité. Gana Sène, interrogé par Eladj Ndiogouyen. C'est un fléau qu'il faut combattre et auquel il faut trouver une solution. Mais c'est la raison pour laquelle d'ailleurs tous les dispositifs d'évaluation intègrent ces fuites ou même ces incidents en prévoyant 2 à 3 épreuves de remplacement. Donc à chaque fois qu'il y a fuite, nous demandons aux intéressés en tout cas de nous rendre compte, de nous donner les preuves et nous tout de suite on annule cette épreuve et on annule une épreuve de remplacement. À côté également, nous menons un peu les enquêtes. En tout cas, nous nous rapprochons des services techniques compétents pour déterminer la source. Et pourquoi l'Académie de Thiès se lustre dans ces fuites? Est-ce qu'il y a une explication particulière? Bon, vous savez, le problème il est beaucoup plus profond d'ailleurs que les fuites parce que nous savons que les dispositifs des phares relèvent d'une institution ministérielle et même d'un décret présidentiel. Et que comme toute réforme, sa mise en œuvre peut souvent faire du bruit. En réalité, n'en est pas. Mais de toute façon, nous sommes là pour faire appliquer les directives ministérielles. Nous sommes également là pour vraiment engager le dialogue. Un dialogue sincère, un dialogue technique, un dialogue scientifique sur les aspects à améliorer. Donc nous pensons que ces fuites évoquées par certains ne sont que des prétextes pour un peu s'ériger en détracteurs de ces réformes. Est-ce à dire que ce sont les détracteurs des phares, à savoir certains enseignants qui sont à l'origine de ces fuites? Bon, je ne saurais le dire, mais dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a fuite, les services techniques compétents sont saisis et les enquêtes et autres, les actions à poser en tout cas sont diligentées et ça a toujours été le cas. Notre travail s'arrête là parce que ce qui est plus important pour nous au niveau des fuites, c'est moins tout le bruit que la source. C'est la principale source de mon point de vue que nous devons à mon niveau identifier. Gana Sène, l'IA de Thiès sur ces cas de fuite notés dans la cité du rail ces derniers jours, ce qui nous amène donc à parler des examens du CFE et de l'entrée en 6e. Le top départ a été donné ce jeudi sur l'ensemble du territoire. Le Dexco et l'IA de Dakar, Cheikh Faye en visite de 3 centres d'examen.
L'innovation pour uniquement donc l'IA de Dakar, c'est de faire du CFE comme le baccalauréat ou le BFM. Voici Cheikh Faye, des propos recueillis par Koumba Sandiane Faye. On a bouclé cette tournée de supervision de l'administration des épreuves du CFE dans l'Académie de Dakar. On a pu constater de visu le bon déroulement des épreuves depuis ce matin, mais également la présence effective, n'est-ce pas, de l'ensemble des surveillants qui étaient convoqués pour la surveillance et un bon taux de présence des élèves. Parce que sur les 521 candidats qui composent ces centres que nous avons visités, il n'y a que 3 absents. Donc un taux d'absence d'environ 0,5%. Donc c'est un très bon taux de présence. Alors donc cette bonne organisation que nous avons constatée est le résultat d'une très bonne préparation. Parce qu'il y a eu à tous les niveaux, au niveau ministériel, au niveau académique et au niveau IF, beaucoup de rencontres préparatoires pour partager sur le dispositif, mais également partager sur la mise en œuvre des recommandations formulées par la tutelle. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que les recommandations sont effectivement appliquées et que l'examen se déroule dans de très bonnes conditions. Cette année, l'Académie de Dakar compte 101 candidats, 101 centres contre 95 l'année dernière, alors que le nombre de candidats a légèrement baissé et donc passé de 20 445 à 19 606, soit une baisse d'environ 800 candidats. Mais donc cette augmentation du nombre de centres se justifie par le nouveau dispositif que nous sommes en train de tester cette année au niveau du CFE. Il consiste à organiser le CFE sur centre. Près de 5 400 candidats au CFE et à l'entrée en 6e à Saint-Louis. Pour le CFE, donc, des dispositions ont été prises. Saint-Louis compte également 3 candidats déficients visuels. Ousseynou Diop. Pour le CFE 2025, l'IEF de Saint-Louis commune a présenté un effectif de 100 391 candidats, dont 2 440 garçons et 2 951 filles. Cette année, des mesures exceptionnelles ont été prises pour le bon déroulement des examens et de la correction. Ousseynou Sarr est l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Saint-Louis commune. L'anonymat au niveau des centres, là également toutes les dispositions sont prises. Après la première épreuve déjà, le travail va démarrer. Cette année, la commune compte 31 centres d'examen, dont 2 centres mixtes franco-arabes qui totalisent 101 candidats. Il faut aussi noter la présence de 3 candidats déficients visuels au centre de l'école élémentaire Bolidiao. Parmi les candidats, nous avons 3 déficients visuels qui sont en train de composer. Nous en aurons au niveau du BFM. L'académie même va en présenter cette année pour la première fois au bac. Dans l'ensemble, les examens se déroulent normalement dans tous les centres. Abousso est le préfet du département de Saint-Louis. Nous avons noté très peu d'absences. Nous avons également noté que la sécurité est présente dans tous les centres d'examen. Pour l'administration des épreuves et la surveillance de l'examen, 538 enseignants sont convoqués, parmi lesquels 31 chefs de centre, 33 adjoints aux chefs de centre et 110 secrétaires. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. Ousseynou Diop à Bambey, il y a seuls 2 absents au niveau des 5 centres d'examen de la commune. On constate du préfet, l'autorité se réjouit justement de la forte mobilisation des enseignants et même de la communauté pour une bonne organisation de l'examen. Direction Kédougou, là-bas, les autorités administratives et académiques se disent satisfaites de l'organisation et du bon déroulement de l'examen. Elles invitent par ailleurs les surveillants et chefs de centre à redoubler d'efforts et de vigilance pour une bonne supervision du déroulement des épreuves. Eladj Mohamedoul Moustapha Gaye, adjoint au gouverneur de Kédougou chargé du développement, propos recueillis par Ibrahim Diakhbakhate au terme de la tournée de supervision. Les impressions, c'est une satisfaction par rapport à la présence en tout cas du corps administratif qui, nous dit-on, sont venus à l'heure et il n'y a aucune absence relativement à ce corps, et aussi une satisfaction par rapport à la présence des candidats. Toutes nos excuses, c'est plutôt Mamadou Faye que vous venez d'entendre, mais nous allons écouter l'adjoint au gouverneur de Kédougou chargé du développement. Il s'agit bien sûr de Eladj Mohamedoul Moustapha Gaye. En faisant le tour des 3 centres, nous avons pu voir que globalement, les examens se déroulent dans d'excellentes conditions. Nous avons vu que les centres que nous avons visités sont bien nettoyés. Nous avons vu également que les conditions de sécurité sont réunies et nous avons remarqué une forte présence des surveillants qui ont été désignés pour la supervision de ces examens. Et nous en félicitons l'ensemble des acteurs que les réformes qui ont été initiées dans le cadre de cet examen-là sont mises en œuvre, notamment pour ce qui est de la question des anonymats. Et sur les 5484 candidats que comporte la région de Kédougou, répartis en 58 centres, la tendance globale est que les élèves sont bienvenus prendre part à cet examen.
Et puis à midi 12 minutes, le ministre de l'Enseignement supérieur à présent, le docteur Abdourahmane Diouf, qui rassure quant à l'achèvement des travaux dans les universités du Sénégal. Vous savez, cette situation suscite beaucoup de remous au sein des universités. Le docteur Abdourahmane Diouf appelle donc les étudiants à plus de patience. Des propos tenus ce matin à l'occasion du premier forum des métiers de l'emploi de l'entrepreneuriat à l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions avec Fatumbo. RFM 94.0, la radio en puissance. L'ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants qui fait face ce jeudi au juge de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, Ndeye Saly Diop, auditionné donc dans le fond. C'est dans le cadre des enquêtes sur la gestion du fonds Force Covid-19. L'ancienne ministre sous Macky Sall avait été inculpée puis placée sous contrôle judiciaire après avoir cautionné 57 millions de francs CFA. Le rapport de la Cour des comptes avait relevé un manquement de 52 millions de francs CFA dans la gestion du fonds qui avait été alloué donc à son ministère dans le cadre de la riposte Covid-19. L'affaire du sabotage des installations du fermier Aquatech en Dangalma. L'audience de ce matin a été renvoyée au 26 juin prochain sur demande des avocats des 18 prévenus. Ils devaient être jugés donc ce jeudi devant le tribunal de grande instance des flagrants délits pour sabotage présumé du réseau de distribution des installations du fermier et trouble à l'ordre public. Et puis le litige fiscal entre l'État du Sénégal et la société Woodside chargée de l'exploitation du pétrole de Sangomar, audience ce matin au tribunal de Dakar. Pour rappel, l'État réclame un peu plus de 41 milliards de francs CFA à Woodside d'exonération fiscale, mais l'entreprise conteste ce redressement et a même saisi le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements pour arbitrage. Il faut dire que ce litige entre l'État et Woodside intervient dans un contexte de renégociation des contrats pétroliers engagés par le nouveau régime. Modou Diop Diaobé, le coordonnateur de la brigade municipale de Touba et deux de ses collègues arrêtés, ils comparaissent ce jeudi pour rébellion, usurpation de fonctions et port illégal d'uniforme. Ils ont été interpellés suite à un accrochage avec des agents de la police de Ndamatou. Les mises en cause ont le soutien des chauffeurs et transporteurs de Touba. Ces derniers disent ne pas être d'accord avec les motifs évoqués, estimant seulement que les agents de la brigade municipale de la ville sainte n'ont jamais outrepassé leurs prérogatives. Pape Mbaye Diaw. Les transporteurs, chauffeurs et charretiers se rangent derrière Modou Diop Diaobé, coordonnateur de la brigade municipale de Touba, arrêté avec deux de ses collègues après un incident impliquant des policiers de Ndamatou. Cheikh Mbodj, chargé de communication de la gare routière de Touba, rejette certaines accusations portées contre Modou Diop Diaobé. Contrairement à ce que certains avancent, Modou Diop Diaobé n'a jamais outrepassé ses fonctions. Il s'est limité simplement à réclamer le paiement des droits de stationnement aux chauffeurs. Que Modou Diop Diaobé abat un travail remarquable et bénéficie du soutien de tous. Même ton du côté de la Fédération des transporteurs urbains de Touba. Son président Pape Mbaye parle d'un incident regrettable. Lors des opérations de contrôle, il a mobilisé mes véhicules pour non-paiement des droits de stationnement. Et mes chauffeurs sont allés régulariser leur situation. Nous appelons à l'apaisement. Modou Diop Diaobé, coordonnateur de la brigade municipale de Touba, et deux de ses collègues doivent être jugés ce jeudi. Ils sont poursuivis pour rébellion, usurpation de fonctions et port illégal d'uniforme. RFM Touba, Pape Mbaye Diaw. Pape Mbaye Diaw, midi 16 minutes santé à présent ce 19 juin, célébrer la journée mondiale de la drépanocytose. Occasion pour RFM donc de s'intéresser à la prise en charge de cette maladie. Les associations de lutte et de soutien souhaitent que l'État accorde plus d'importance à cette maladie dont le suivi nécessite des moyens et la disponibilité de spécialistes dans ce domaine. Elles interpellent les autorités. Awa Mbaye.
La célébration de la journée mondiale de la drépanocytose est une occasion pour sensibiliser sur la maladie, mais aussi parler de la prise en charge et de ses manquements. Magaye Ndiaye attire l'attention des autorités sur les difficultés que vivent les drépanocytaires par rapport à la prise en charge. Il est le président de l'Association nationale de lutte contre la drépanocytose. Les patients continuent à vivre difficilement la maladie avec un manque de prise en charge dû au coût exorbitant de la drépanocytose en tant que telle, mais aussi à l'absence de politique de santé correcte afin de pouvoir gérer toutes les préoccupations des patients. Aujourd'hui, le pléthore de patients fait que de plus en plus les drépanocytaires, même dans les consultations, ont du mal à trouver des rendez-vous rapprochés. Et je prends l'exemple d'Albert Royer. Si vous êtes en 2025, si vous voulez un rendez-vous pour votre enfant, on vous rabat vers 2026. 1 an d'attente. Pourquoi? Parce qu'il y a un pléthore de drépanocytaires qu'on consulte presque chaque jour. Et c'est des cohortes tellement importants. Vous venez au centre de transfusion, c'est aussi des cohortes extrêmement importants. Pour Magaye Ndiaye, il faut aussi un recensement des malades pour connaître réellement leur nombre et agir plus efficacement sur leur prise en charge. Qu'on sache exactement le nombre de drépanocytaires. Et cela aussi constitue un des problèmes majeurs par rapport à la prise en charge de la drépanocytose. Oumou Kalsoum Diouf est la présidente de l'Union universitaire de lutte contre la drépanocytose, une organisation qui regroupe plus de 200 étudiants. Elle aussi parle de manque de moyens. Vraiment, pour les moyens, ça manque beaucoup. Souvent, on avait le soutien venant du COUD, mais ces derniers moments, on voit plus de subventions. Il y a parmi nous beaucoup de cas sociaux. Il y a aussi certains qui sont parmi nous qui doivent subir des opérations alors que les moyens ne sont pas là. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire. La forme SS nécessite une prise en charge médicale sérieuse et continue qui vise à améliorer la qualité de vie des patients. Awambaye, merci. Notez que la cérémonie se tient à Thiès. Nous y reviendrons. Kaolack, la municipalité prend les devants pour faire face à d'éventuelles inondations dans la ville. Un plan communal de sauvetage a été mis en branle. Il faut prévenir plutôt que de subir. C'est tout le sens à donner donc à ce plan. Plusieurs agents ont été formés et mobilisés sur le terrain pour mener des actions de prévention. Et tout passe par le curage des canaux d'évacuation. Ndeye Madjiguène Diouf, adjointe au maire chargé de l'assainissement, des propos recueillis par Fatumbo. Ça fait quelques semaines qu'on est en formation en cas d'inondation, sinon en cas de zone rouge. Comment faire pour que le préfet donne l'alerte, les services techniques agissent sur le terrain jusqu'à vraiment aller prendre les sinistrés. Actuellement, la direction de la prévention et de la gestion des inondations a changé de système. Donc c'est eux qui peuvent dire à la population, attention, d'ici peu de temps, il y aura l'inondation et que la commune va activer ses services de communication pour aller descendre sur le terrain, informer la population, les sensibiliser vraiment à ce qu'ils prennent leur responsabilité de ranger les bagages qui peuvent être détruits, vraiment sauver les enfants, encadrer les vieillards pour qu'on ne les retrouve pas dans les situations graves. La prévention des inondations, comme dans l'accoutumée, la mairie de Kaolack a commencé des curages manuels depuis fort longtemps. Le curage mécanique aussi est en cours. S'il s'y ajoute vraiment le plan de sauvegarde communale, je pense que ça sera un ouf de soulagement envers la population de Kaolack. Nous leur demandons d'être franches avec leurs représentants parce que nous, nos cibles dans les quartiers, c'est les conseillers de quartier, les délégués de quartier, les Badjanougor, les OCB. Et je pense que l'information qui viendra de la base ce sera une information juste, fiable et vraie. Et puis nous parlons de la campagne agricole 2025 à Fatick. Une partie des quotas de semences et d'engrais déjà disponibles. Toutes les mesures, assurent les autorités, ont été prises pour un bon déroulement des opérations de mise en place. Aminata Goudiaby, notre correspondante à Fatick, a assisté à la rencontre axée sur les préparatifs de la campagne agricole. Environ 2 heures de réunion pour statuer sur la campagne agricole. Elle se prépare à Fatick entre les techniciens, les acteurs du secteur et les autorités administratives. Les quotas de semences et d'engrais destinés à la région sont connus et une partie est disponible. Mais les sessions n'ont démarré que dans le département de Gossas. Abdoulaye Kamara, directeur du développement rural de Fatick. Donc arachide, le quota, il est de 5885 tonnes. Et on a reçu 1744 tonnes. Pour le maïs certifié, on a un quota de 215 tonnes. Pour le sorgho certifié,
certifiés, on a un quota de 102 tonnes. Pour l'engrais arachide, on a un quota de 6 945 tonnes, dont 200 tonnes mises en place déjà. Engrais 1000, un quota de 3 505 tonnes, dont 240 tonnes ont été déjà mises en place. Une bonne organisation est faite pour prévenir de potentiels désagréments dans la mise en place des intrants. Les opérateurs agréés sont sur le terrain depuis quelques jours. Toutes les mesures nécessaires pour une bonne organisation de la réception et de la distribution des intrants est déjà en place. Toutes les commissions sont en place et les opérateurs déjà désignés ont commencé la mise en place des intrants. Dans d'autres régions, des agriculteurs ont déploré une mauvaise qualité des semences et des engrais. Aucune chance pour que ça soit le cas à Fatick, selon le directeur régional du développement rural. Non, jusqu'à présent en tout cas, on n'a pas cette même situation. Et je ne pense pas qu'on puisse avoir cette situation-là. Parce que nous avons la chance d'avoir des leaders d'OP responsables, des commissions qui comprennent leur travail. C'est au moment de la réception même que les gens s'assurent que ce que les opérateurs fournissent est conforme. La réunion du CRD consacrée à l'agriculture a permis de faire le bilan de la dernière campagne. Une faible production arachidière a été notée dans la région de Fatick. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Déthié-Diop, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. Au Mali d'abord, un commandement spécial contre les attaques djihadistes. Une annonce faite hier en Conseil des ministres, la création donc d'un commandement des opérations spéciales. Il vise à mieux coordonner les unités engagées dans la lutte contre les groupes armés actifs dans le pays. Le projet de loi entérine une réorganisation structurelle majeure de l'armée malienne, jusqu'ici éparpillée. 4 unités spéciales, un bataillon des forces spéciales, une force antiterroriste, une unité d'intervention aérienne et un groupement de reconnaissance seront désormais placés sous une même autorité, le commandement des opérations spéciales. Un centre dédié à la planification et à la conduite des opérations va compléter ce dispositif. Cette réforme s'inscrit dans un processus de modernisation des forces armées entamé ces derniers mois avec pour ambition d'améliorer la coordination interarmée, la logistique et l'efficacité des interventions sur le terrain. Elle intervient dans un contexte particulièrement tendu. Les autorités maliennes misent sur le COS pour renforcer leur réactivité et leur efficacité sur le terrain. Toutefois, des incertitudes demeurent sur les moyens humains et matériels qui seront alloués à ce nouveau commandement. Depuis le départ des forces françaises et le renforcement des liens avec la Russie, la stratégie de sécurité du Mali repose sur une logique de souveraineté renforcée, souvent critiquée par son manque de transparence. Ni de date de déploiement, ni de détails sur les effectifs du COS n'ont encore été précisés. Et puis en Côte d'Ivoire, le président de la CEI qui resserre l'étau autour des candidats de l'opposition définitivement radiés de la liste électorale. Koulibaly Kouibier Ibrahim s'est livré à l'exercice du grand oral sur la RTI. Le président de la commission électorale indépendante a apporté des éclaircissements sur l'ensemble du processus électoral. Ces explications confirment la radiation de 4 figures de l'opposition écartées de la liste définitive. Aucune perspective de réintégration ne semble envisagée. Cette déclaration intervient à seulement 4 mois du scrutin dans un contexte politique déjà tendu. Gobia Yabi. Malgré la controverse autour de l'impartialité de son institution, Koulibaly Kouibier, président de la commission électorale indépendante, continue de défendre ce qui lui paraît juste. Il a déclaré sur le plateau de la RTI, la chaîne nationale, qu'aucune élection au monde n'était inclusive. J'entends ça et là qu'une élection ou cette élection se doit d'être inclusive. Mais qu'est-ce que ça signifie? Une élection par essence ne peut jamais être inclusive parce que l'élection est une compétition et une compétition, elle est exclusive. Elle vous sort quand vous remplissez pas les conditions de la compétition. Quand le législateur dit il faut avoir 18 ans pour être inscrit sur la liste électorale, mais celui qui en a 17 exclu. Quand le législateur dit qu'il faut être ivoirien pour être inscrit sur la liste électorale, mais celui qui n'est pas ivoirien est exclu. Quand le législateur dit qu'il faut jouir de ses droits civils et politiques, quand vous ne jouissez pas de vos droits civils et politiques, mais vous êtes exclu. Donc aucune élection dans le monde entier est inclusive. Et étendre cette inclusion aux personnes décalées parce que ne respectant pas les dispositions du code électoral, il y a un grand pas. L'audit de la liste électorale et la réforme de la CEI font partie des revendications de l'opposition ivoirienne. Pour elle, l'institution n'est pas crédible. Pis, elle serait inféodée.
C'est le lieu de rappeler que le 2 juin dernier, Coulibaly Kuibir avait affirmé qu'il n'y aurait pas de révision de la liste électorale avant les présidentielles de 2025. À 2 jours après, l'institution publiait la liste électorale définitive, actant ainsi la radiation de Gbagbo, Soro, Thiam et Blé Goudé. L'horizon s'assombrit de plus en plus pour ces 4 leaders du parti politique. L'affaire Succès Masra au Tchad, l'opposant comparé ce vendredi devant la chambre d'accusation du tribunal de grande instance de N'Djamena. Comme depuis le début de cette affaire, le procès se tient à huis clos. Succès Masra est soupçonné d'être à l'origine du massacre d'une quarantaine de Peuls perpétrés par les habitants du canton Mandakaou dans le Logone occidental le 14 mai dernier. L'accusation repose notamment sur un enregistrement audio diffusé en mai 2023 sur les réseaux sociaux, dans lequel l'opposant alors en exil appelait les populations à prendre les armes pour se défendre des avocats. Les avocats dénoncent un complot politique visant à le faire disparaître de la scène politique. Le leader du mouvement Les Transformateurs a été interpellé le 16 mai à son domicile. RDC vers un accord de paix avec le Rwanda. Les experts congolais et rwandais ont parafé hier à Washington un document préparatoire à un accord de paix sous l'égide des États-Unis, un pas important qui doit être validé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. La signature est attendue le 27 juin prochain avant une possible rencontre au sommet en juillet en présence du président américain Donald Trump. Le document parafé hier contient 5 dispositions: le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques ou encore la création d'un cadre d'intégration économique régionale. Le conflit Israël-Iran pour terminer. Israël a prévenu que le guide iranien Ali Khamenei devrait répondre de ses crimes. Cela fait suite à des salves de missiles qui ont touché l'hôpital Soroka de Beersheva et fait des dizaines de blessés à l'heure où l'armée israélienne a bombardé des sites nucléaires en Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères a par ailleurs annoncé qu'il se rendrait à Genève pour participer vendredi à des pourparlers avec ses homologues européens. Une réunion sur le nucléaire. Merci beaucoup Georges Déthié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, le dialogue national sur le système politique qui a pris fin le 4 juin dernier, quel mécanisme pour le suivi des recommandations? Vous l'avez certainement constaté, la société civile tout comme l'opposition qui ont pris part aux concertations exigent la mise en place d'un comité de suivi en vue d'une application de tous les points ayant fait l'objet d'un consensus. Pour en parler, nous serons avec Zahra Iyane Thiam, membre du groupe de l'opposition présente au dialogue national, et Alioune Badara Badji, membre du parti PASTEF et du groupe de la majorité au dialogue national. RFM Sport. Bonjour cher Tidiane. Bonjour à vous, Barthélémy Gob. Du football local d'abord, suite cet après-midi des quarts de finale de la Coupe du Sénégal. A précisé que c'est une compétition réservée aux moins de 20 ans. Ce soir donc, ou alors cet après-midi au stade Alassane Djigo de Pékin. AS Pékin joue contre Esamaï FC de Ziguinchor au stade Lat Dior de Thiès. C'est Walidan de Thiès qui accueille le Diamono de Fatick à la même Eurostat Elimanel Fall. On suivra le match entre la Sonacos de Diourbel et l'Union Sportive Gorée. Hier, Génération Foot a sorti en quart de finale l'équipe de Guédiawaye Football Club. Nous enchaînons avec la Ligue sénégalaise de football professionnel. Justement, voici 2 ans plus tôt que cette ligue a procédé à la monétisation des matchs du championnat local. Qui veut suivre les matchs doit désormais débourser pour voir donc ces matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2 sur des plateformes dédiées. Une petite évaluation permet d'entretenir l'espoir si l'on en croit. Abdoulaye Ndiaye, en charge du projet à la Ligue sénégalaise de football professionnel. Sur la partie financière, il faut dire que c'est petit à petit, l'oiseau est en train de faire son nid. En effet, nous avons commencé avec 2 matchs, 4 matchs, 6 matchs, puis le tout. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que des partenaires étrangers se sont intéressés à ce que nous faisions. Et ils sont venus et effectivement, nous avons signé des conventions. Ce qui nous a fait à peu près des rentrées de l'ordre de 20 à 30 millions. Je ne suis pas précis sur le chiffre, il faut que je regarde ça de plus près. J'étais absent depuis un moment. Alors, mais il faut savoir que ce projet complexe a un coût, des coûts de production, des coûts de fusion, ce qui fait que, en termes de rentabilité financière, pour cette année test-là, nous ne nous entendons pas beaucoup.
Mais à terme, nous sommes absolument confiants. Aujourd'hui, nous sommes persuadés que l'année prochaine, après avoir fait le bilan cette année, de ce que nous avons fait, dont en tout cas personnellement, je suis entièrement satisfait parce que ça a été une innovation de taille. Retour sur le transfert de l'international U20 sénégalais Lassana Traoré qui a signé son premier contrat professionnel avec l'AS Saint-Etienne. Il va évoluer donc la saison à venir en Ligue 2 française. Le défenseur âgé de 18 ans arrive en France en provenance de Diambar. Nous avons joint ce matin son agent Bassirou Sakho. Il a signé son premier contrat professionnel en Europe avec l'AS Saint-Etienne. Il faut signaler qu'il avait effectué un stage d'1 mois l'année dernière, ce qui a permis de nouer un premier contact. Donc après plusieurs mois d'échanges constructifs avec son club formateur Diambar, nous sommes parvenus à un accord. Il a signé hier son premier contrat professionnel comme je le disais. Nous avons été très bien accueillis par le staff. Le projet du club est ambitieux et Lassana en fait partie pleinement. J'espère qu'il s'intégrera rapidement et il va contribuer à aider l'équipe et à atteindre leurs objectifs. Et puis nous parlons de la Coupe du Monde des clubs. Cheikh Tidiane, une équipe africaine joue tout à l'heure. Il s'agit d'Al Ahly d'Égypte qui va jouer d'ailleurs son deuxième match contre Palmeiras ce jeudi à partir de 16h GMT. Le club égyptien avait fait match nul vierge contre Inter Miami de Lionel Messi en ouverture de tournoi. À suivre également à partir de 19h Inter Miami qui va jouer contre l'équipe de FC Porto. Seattle Sounders jouera contre l'équipe d'Atlético Madrid. Ce sera en soirée à partir de 22h. Déjà tôt ce matin, la Juventus de Turin dans la nuit plutôt a battu largement Al Ain sur le score de 5-0. Et puis pour ce qui concerne donc le Paris Saint-Germain, son match est prévu pour cette nuit à partir d'1h heure de Dakar. Ce sera contre la formation de Botafogo. Merci beaucoup, cher Tidiane. Merci à vous. RFM. RFM. La radio de toute l'actualité. Et puis, je vous l'annonçais, les échos du Conseil des ministres hier, le Premier ministre qui a fait le procès des structures publiques, Ousmane Sonko, a dénoncé des manquements graves, récurrents et contraires aux règles de transparence et de bonne gouvernance, surtout au niveau des structures publiques. Le début d'une solution, selon Abdou Maliki Bousso du Forum civil, pour Abdou Fouta Diakhoumpa, le formateur donc à l'École nationale de l'administration. Il faut revoir les nominations, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Un dossier réalisé par Boubacar Dian. Le Premier ministre n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour dénoncer les manquements notés dans la gestion de certaines structures publiques. Pour Abdou Fouta Diakhoumpa, les nominations posent problème. C'est pourquoi, quand ils ont nommé des PCA, tout le monde l'avait décrié, des directeurs généraux. Je crois qu'en mai 2024, au niveau de vos zones, j'avais dit que toutes ces nominations que je viens d'entendre, il n'y avait que 2 qui m'apparaissaient être en tout cas bonnes. C'était au niveau de la Poste, parce que c'est donc possible, au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Le Forum civil fait partie des organisations de la société civile qui ont longtemps alerté sur la gestion désastreuse des entreprises publiques. Abdoul Maliki Bousso pense que les paroles du Premier ministre sonnent comme un essai de solution. Il est membre du bureau exécutif du Forum civil. Le Premier ministre a constaté qu'effectivement, dans les organes délibérants, les profils n'étaient pas typés et que ces profils-là, il fallait les revoir, revoir aussi les compétences des organes délibérants, les compétences des personnes qui les animent et surtout s'assurer qu'effectivement le reporting des activités de délibération et de contrôle de l'organe délibérant sur l'exécutif est fait et que surtout que les archives idoines puissent attester de la régularité ou non des activités menées au sein de l'entreprise publique. Je crois que ça, déjà, c'est des pistes qui appellent des réformes. Le formateur à l'École nationale de l'administration donne des pistes de solutions. Abdou Fouta Diakhoumpa. La première chose à faire, c'est de nommer les gens qui ont le profil au poste, sans chercher à savoir s'ils sont partisans du parti au pouvoir ou bien est-ce qu'il y a la confiance. Quel que soit X, on a au Sénégal des gens compétents qui savent travailler. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait que les gens, au-delà de ce profil qu'il faut, qu'on puisse évaluer, contrôler et sanctionner. Parce que tout ce que décrit le Premier ministre, c'est est-ce qu'il y aura des sanctions. Parce que quand on a un dossier important à étudier, ou bien une stratégie à dérouler, ceux qui devaient le faire ne le font pas, parce que lui-même il le constate, le minimum c'est qu'après, on sent dans 1 ou 2 semaines qu'il y a des sanctions. Ainsi, le Premier ministre a exhorté les ministères et institutions concernés à plus de rigueur et de professionnalisme. Ousmane Sonko a également insisté sur l'impératif de redevabilité. RFM, la
du jour. La revue de la presse de ce jeudi, Georges Déthié-Diop. Les chiffres alarmants des accidents de la circulation, les chiffres de l'hécatombe. Réumi Quotidien fait état de 750 morts et 8500 blessés graves sur les routes par an. Selon le journal, 5200 accidents de la circulation ont été enregistrés, 163 milliards de pertes par an, ce qui représente entre 4 et 5% du PIB. Le confrère indique que 90% des accidents sont causés par l'homme. L'observateur, de son côté, s'arrête sur la récente tragédie familiale à Ziguinchor, avec notamment les remords jugés terribles de Aobodian, meurtrière de sa sœur jumelle. Entre larmes et incompréhension, l'élève de 22 ans raconte l'instant où tout a basculé. Les minutes de son audition à lire à la page 6 de l'Observateur. L'Obs qui évoque aussi l'affaire Pape Koulibaly et l'arrestation de l'indicateur de police impliqué dans la mort du jeune en banlieue. Calf est tombé après 4 mois de cavale. Il devra répondre devant la justice. Une justice qui va rendre son verdict dans l'affaire Moustapha Diakhaté le 2 juillet prochain. L'ancien parlementaire a été jugé hier au tribunal des flagrants délits où le procureur a requis contre lui 6 mois d'emprisonnement dont 3 fermes. Tafa Diakhaté, intraitable, s'exclame le journal Source A. Le journal Source A qui rapporte ses propos selon lesquels, je cite, « Je n'ai fait que chanter l'hymne de la République pour qu'on ne la clochardise pas. Un gougnafier et quelqu'un qui ignore ce qu'il fait. » Il ajoute qu'un président peut se tromper. Il faut respecter le président. J'avais honte devant les policiers. Je ne pensais pas qu'on me poursuivrait pour cela. Les avocats de la défense ont déclaré qu'on n'est pas dans la normalisation de la liberté d'expression. On ne peut retirer le droit à la critique à un opposant. Qu'on nous emprisonne 1000 ans, on va toujours critiquer pour qu'on revienne à l'orthodoxie, confie Moustapha Diakhaté. La justice est également très attendue sur le cas Sophie Gladima, en prison depuis quelques semaines maintenant. Les Échos et l'Observateur rapportent que l'ancienne ministre demande la main levée pure et simple du mandat de dépôt. Ce que confirme l'AS pour qui Maître Baboucar Cissé et compagnie démontent l'accusation. Selon les Échos, ses avocats pointent du doigt une erreur commise par la Cour des comptes en visant un texte obsolète. Ces conseils soulignent qu'elle n'a ni été citée dans le rapport, ni eu un contact quelconque avec les titulaires du marché. En plus, les bénéficiaires l'ont totalement blanchi. Un marché qui commence à faire polémique, le marché de la fourniture de décodeurs. Enquête relève qu'après avoir bouté dehors Excaf, la télédiffusion du Sénégal a jeté son dévolu sur l'opérateur malien TNT Sat Africa pour assurer le marché. Un marché de gré à gré qui, selon enquête, suscite pas mal de questionnements après qu'il a été rendu public. Il relance le débat sur la transparence et la préférence nationale. La publication du contrat et un audit de la gestion de la TDS sont réclamés par les professionnels du secteur. Excaf affirme disposer de 50 000 décodeurs invendus et 500 000 déjà en circulation. Le foncier à la une du journal Le Quotidien. Le confrère informe que suite à l'engagement du président Bassirou Diomaye Faye, le conseil municipal de Mbane a octroyé 1026 hectares à la compagnie sucrière sénégalaise. Et c'est la visite du président qui a accéléré le processus. Le chef de l'État qui décline les points saillants de la future réforme foncière. Le sujet occupe la page de titre du quotidien national Le Soleil qui cite entre autres le titre de propriété, la valorisation des terres, les résolutions des conflits. Le Soleil rapporte qu'en Conseil des ministres hier, il a demandé au gouvernement d'orienter les réflexions sur ces points et de préparer un plan de communication sur la réforme projetée en vue de son appropriation collective par les populations. À la base, les collectivités territoriales, les agriculteurs, les éleveurs, les investisseurs et autres opérateurs économiques. Les Sénégalais plus que jamais fatigués. C'est le titre qui barre la une de Tribune pour qui le pétrole et le gaz exploités, mais également les milliards empruntés n'ont pas changé leur quotidien. Selon le journal, l'exploitation des ressources et les milliards empruntés n'impactent pas encore sur le coût de la vie. Des pères de famille pris entre la cherté de la vie et la conjoncture économique, les Sénégalais scrutent une baisse du coût de la vie qui tarde. Manger à sa faim est un besoin prioritaire pour la majorité des Sénégalais, affirme le journal Tribune. Pendant ce temps, Sud Quotidien s'arrête sur le démarrage du CFE et de l'entrée en 6e ce jeudi. 300 880 candidats à l'épreuve. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ?
Bienvenue à Point de vue, le dialogue national sur le système politique qui a pris fin le 4 juin dernier. Quel mécanisme pour le suivi des recommandations? Pour en parler donc, nous sommes en ligne avec Zahra Iyane Thiam. Madame Thiam, bonjour. Vous êtes membre du groupe de l'opposition présente au dialogue national. Notre deuxième intervenant, Alioune Badara Badji. Monsieur Badji, bonjour. Bonjour, Michel. Merci, membre de PASTEF et du groupe de la majorité du dialogue national. D'abord, la parole à Zahra Iyane Thiam. Le dialogue national sur le système politique qui a pris fin le 4 juin dernier. Alors, le facilitateur général du dialogue, le docteur Cheikh Gueye, au terme de la clôture, a révélé un taux ou des taux de consensus enregistrés au sein des différentes commissions. La commission réforme institutionnelle d'abord, qui a atteint un niveau de consensus de 100%. La commission processus électoral qui a obtenu 94%. La commission démocratie, liberté, droits humains qui a enregistré un consensus plus limité de 26% entre autres. Mais malgré tout, l'opposition qui a participé au dialogue se dit jour sceptique et annonce même un bilan un peu mitigé. Sur quoi vous vous êtes basé pour faire une telle affirmation? Merci. Bonjour à vous, M. Ngom, bonjour à M. Badji et bonjour à tous vos auditeurs. Comme vous l'avez indiqué, nous avons eu à faire le dialogue et d'ailleurs vos propos indiquent qu'en réalité, le dialogue ne peut pas se mesurer en termes de pourcentage. Nous, ce que nous avons dit, c'est que nous avons eu des accords mineurs et des désaccords majeurs. Et justement, nous nous fondons sur ça. Nous nous fondons sur le fait que sur les défis à relever, les désaccords, donc, il y a le mode de scrutin à l'élection locale, territoriale ou législative. Et ça, nous disons que vous ne pouvez pas avoir, par exemple, 50% de suffrage et obtenir plus de 3/4 des sièges à pourvoir. Donc, c'est pourquoi nous sommes revenus sur le mode de scrutin. Malheureusement, c'est un désaccord et c'est un désaccord majeur. Tout comme sur la suppression et l'encadrement des articles liberticides ou sur une plus grande implication citoyenne dans l'action publique sur le statut de l'opposition et de son chef. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre un peu ce qu'on a obtenu du dialogue. Mais pour nous, ceci n'est pas important. Ce qui était le plus important, c'est d'abord d'assurer la continuité de la tenue du dialogue sur la base du calendrier républicain. Ensuite, d'avoir toujours un dialogue en deux temps. Le premier temps qui doit être celui de la participation, des échanges et des résultats. Et c'est là où il faut saluer la posture de l'opposition qui a assumé sa responsabilité pleinement. De par sa participation, d'abord, l'opposition a répondu à l'invitation du chef de l'État, a participé au dialogue et également a montré sa prédisposition puisque nous avons eu des accords, même si c'est des accords mineurs, mais les accords sont là. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire par la suite pour que justement poursuivre les échanges sur tout cela et à l'instar des dialogues antérieurs, avoir toujours des améliorations de notre système politique. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, Madame Thiam. Alors, Alioune Badara Badji, l'opposition sceptique sur l'application des conclusions issues de ce rapport clôturé le 4 juin dernier. Alors, malgré l'assurance du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, d'appliquer justement toutes les décisions consensuelles, est-ce que, au rythme où vont les choses, est-ce qu'on ne peut pas comprendre aussi cette position de l'opposition qui demande la mise en place d'un comité de suivi, tout comme la société civile? Alors, M. Ngom, permettez-moi d'abord de saluer les auditeurs de la RFM et Mme Thiam. Alors, avoir des suspicions, moi je pense que le chef de l'État, en tout cas, il a rassuré. Parce que lors de l'ouverture du dialogue, il avait dit de manière claire et précise qu'il allait appliquer
les consensus qui seraient issus du dialogue. Mais aussi, il a dit que rien ne se cache derrière ce dialogue. D'ailleurs, il a choisi un moment où on est en temps de paix pour organiser ce dialogue. Donc c'est un dialogue qui est sincère, c'est un dialogue qui a été inclusif parce que, je dois rappeler encore, qu'au moment des termes de référence initiaux, on avait 11 points. Mais après, dans les termes de référence finaux, on a eu 40 points. Donc ce qui veut dire qu'on a pris en considération les inputs des parties prenantes. Parce qu'on a envoyé les termes de référence à toutes les parties prenantes qui ont fait leurs observations et on a ajouté des points supplémentaires. Et mieux encore, on a mis en place la plateforme du Bonti qui a permis aux Sénégalais lambda de donner les suggestions. Oui, mais ça c'est dans la forme. Maintenant, dans le fond, ce qui est issu de ce dialogue, est-ce qu'il sera appliqué à la lettre? Oui, bon, en fait, le président a été clair. Il a dit que tous les points sur lesquels on a eu des consensus, on va appliquer. Maintenant, madame a parlé d'accords mineurs. Moi, ça me pose problème quand elle parle d'accords mineurs. Parce que, aujourd'hui, depuis les indépendances, il y a la problématique du président de la République qui est chef de parti. On a trouvé un consensus sur ça. Après combien d'années? Après, quand on parle du bulletin unique, on nous dira peut-être en 2023, les gens en ont discuté, mais durant ce dialogue aussi, on a confirmé le fait que le bulletin unique, on va le mettre en place. Ça a été un consensus. Le vote des personnes en détention. Mais les personnes en détention, c'est des gens qui ont toujours le droit civique, même s'ils sont condamnés, s'ils ne sont pas dans le coup de l'article 29 et 30 du code électoral, ou les articles 34 et 35 du code pénal, mais ils bénéficient toujours de leurs droits. On a trouvé un consensus sur ça. Le financement des partis politiques, le financement public, parce que jusqu'à présent, il y a le financement privé. Aujourd'hui, il y a le financement public sur lequel les partis sont tombés d'accord. Donc, il y a un point de divergence, j'allais même dire deux, sur le statut du chef de l'opposition et le mode de scrutin. Non, mais le mode de scrutin, vous savez, les politiciens classiques, ce qui les intéresse surtout, c'est le mode de scrutin. Mais c'est eux qui étaient là pendant combien d'années, ils ont laissé ce mode de scrutin. C'est aujourd'hui qu'ils savent que ce mode n'est pas bon. Ça pose problème. Parce que vous savez, en matière de négociation, en matière de dialogue, il faut qu'on fasse ce dialogue de bonne foi. La bonne foi, elle est extrêmement importante. Nous, on est venus avec une bonne foi. On voudrait discuter avec l'opposition, avec les parties prenantes, avec tous les Sénégalais pour qu'on puisse trouver les meilleures solutions pour notre système politique. Mais malheureusement, on constate que les gens nous parlent de pourcentage pour les élections et autres. Mais ce que je viens de citer là, c'est extrêmement important. C'est pourquoi ça nous pose problème quand on nous dit que c'est des accords mineurs. Alors que, vous l'avez dit en début de l'émission, vous avez dit que sur les réformes institutionnelles, nous avons eu 100% d'accord. Sur le processus électoral, 94%. Et dans la commission démocratie, liberté et droits humains, nous avons eu 26%. Parce que c'est une commission dans laquelle il y avait beaucoup de monde. Il y avait la société civile, il y avait les commerçants, il y avait tout le monde. Et dans ces conditions-là, parfois, c'est un peu difficile de trouver des accords. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. On ne va pas parler de consensus mineur. D'accord, mineur. Et l'un des dialogues les plus historiques du Sénégal. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, M. Badji. Alioune Badara Badji. Zahra Yantiam, c'est vrai, M. Badji n'est pas trop en phase avec vous quand vous parlez d'accord mineurs, mais sur l'application quand même, sur l'application des accords qui ont fait l'objet d'un consensus. Apparemment, vous êtes toujours sceptique malgré cette déclaration du chef de l'État. Pourquoi? J'aimerais quand même appeler M. Badji à plus de sérénité. Nous sommes dans un dialogue. Il n'y a pas lieu de nous tirailler. Nous parlons peu, mais nous parlons clairement. Ce que je dis encore une fois, indiquer que le dialogue s'est fait en temps de paix, c'est-à-dire il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Dès lors qu'il y a une journée du dialogue national fixée pour une date bien précise, le 28 mai, vous ne me direz pas, je pense qu'on se dit que oui, en fixant cette date-là, il n'y aura rien ou il y aura des problèmes. Non, ça, c'est pas un fait. L'autre fait, pourquoi je parle d'accord mineur? Et lui-même, il l'indique. L'accord sur le bulletin unique, ça a été fait. Il dit lui-même que c'est une confirmation. L'accord là est mineur parce qu'il reste encore les modalités de mise en œuvre à voir. Et c'est pourquoi d'ailleurs,
au niveau de la commission, nous avons indiqué qu'il fallait une étude technique. C'est la même chose pour le vote des personnes en détention ou le financement des partis politiques ou la rationalisation des partis politiques. Donc, lorsqu'on parle d'accords mineurs, c'est parce que ce sont des accords de principe et qu'il faut maintenant, dans un second temps, avoir des modalités de mise en œuvre consensuelle. Revenons à la bonne foi. Mais ne serait-ce que sur ce point-là, si le PASTEF était de bonne foi, mais tous les articles qu'ils ont décriés, notamment l'article 80 et suivant, l'offense au chef de l'État, etc., la déchéance qui doit être prononcée par le juge, mais tout ce qu'ils ont combattu avant, quand ils étaient dans l'opposition, mais au niveau du dialogue, ça a été rejeté. Donc, il me dira comment nous pouvons qualifier la bonne foi. Tout ceci pour dire que nous ne sommes pas partis. Et j'aimerais quand même relever une petite incohérence. Parce qu'ils se glorifient de la participation inclusive à travers la plateforme Jubenti, à travers toutes les composantes de la population. Et il revient pour dire que le pourcentage minimal d'accord qu'il y a eu au niveau de la commission démocratie où j'étais est dû au fait qu'il y avait un nombre pléthorique de participants. Et donc, encore une fois, 100%, c'est pas possible. Et ce n'est pas ce que nos délégués... On dit malheureusement, Zahra Yantiam, nous sommes rattrapés par le temps. Vous allez poursuivre tout à l'heure. Oui. Je termine sur l'importance. Oui, parce qu'on doit donner la parole aussi à Badji. Inclusif suivi. Pour définir les modalités de mise en œuvre des accords de principe obtenus et pour poursuivre les discussions sur les points de divergence. D'accord. Et c'est ça pour nous la bonne foi. L'opposition est disponible et prédisposée à poursuivre les points de divergence parce que c'est dans le dialogue. Dans le dialogue. Merci Zahra Yantiam. Merci beaucoup. Malheureusement, Zahra Yantiam, nous sommes rattrapés par le temps. Alioune Badara Badji, en quelques secondes, s'il vous plaît, une petite réponse par rapport à tout ce que Zahra a dit. Alors d'abord, je vais préciser d'abord. Elle a dit article 80 sur l'offense au chef de l'État. L'article 80 ne parle pas d'offense au chef de l'État. C'est l'article 254 du Code pénal. Donc, il y a déjà cette confusion qui est faite. Parce que quand les gens font allusion à l'article 80, automatiquement, on pense au délit d'offense au chef de l'État. Alors que ce n'est pas le cas. Là, on parle de sécurité publique, des troubles à l'ordre public. Et à l'article 85, on parle des mouvements insurrectionnels. Alors, est-ce qu'on ne doit pas protéger nos institutions? Les institutions de la République doivent être protégées. Alors, c'est pourquoi nous pensons que ces dispositions doivent être laissées intactes. En ce qui concerne l'arrêté Ousmane Gom, par exemple, nous, on a une position peut-être, mais les marchands ambulants, vous avez écouté hier, lors de leur rencontre, les marchands ambulants ont dit de manière claire et précise qu'ils ne voudraient pas qu'on enlève l'arrêté Ousmane Gom. Pourquoi? Parce que quand il y a des manifestations, c'est eux qui souffrent le plus. Et les marchands ambulants faisaient partie de la société civile. Donc, si je veux dire, même la société civile n'était pas d'accord pour la suppression de cet article-là. Alors, la réalité, c'est que ces gens-là ne savent pas où mettre les pieds. Le président s'est engagé de manière claire et précise à appliquer les consensus. Maintenant, on ne peut pas nous imposer pour les modalités pratiques comment ça doit se faire. Parce qu'il faut préciser que dans le dialogue, ce qui nous était demandé, c'est quoi? C'est de trouver des accords de principe. C'est ce qui nous était demandé dans les termes de référence. Parce qu'on ne pouvait pas, dans un dialogue, trouver des accords de principe et les modalités d'application, vous savez pertinemment que ce n'est pas possible. Ouais. Merci. Voilà. C'est pourquoi le reste, on le laisse entre les mains du président de la République. Il ne faut pas oublier que ça entre dans le cadre de ce qu'on appelle la courtoisie démocratique. Le président pouvait lui-même prendre l'initiative de faire des réformes parce que l'article 103 de la Constitution lui permet de le faire. Parce qu'on a dit l'initiative de la révision constitutionnelle appartient au président de la République et aux députés. Donc il pouvait prendre l'initiative, mais il a décidé de soumettre cela à tous les Sénégalais pour qu'on en discute avant de prendre des décisions. Des décisions. Merci Alioune Badara Badji. Merci Alioune Badara Badji, membre de PASTEF et du groupe de la majorité au dialogue national. Merci également à Zahra Yantiam, membre du groupe de l'opposition présente au dialogue national. Mes excuses à vous deux puisque le temps est fini. Le temps qui nous était imparti est fini. C'est pourquoi. Mais vous vous retrouvez tout à l'heure dans le journal de 13h pour poursuivre le débat. Vous allez vous retrouver dans le journal de Eladji Ndiogou Diène. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi présenté par Barthélémy Ngom. Mise en onde de Aliouba. Réalisation Ndiogou Diène, chef d'édition Anna Rocha. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.
Sénégal.